Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal télévisé de 22 h au sommaire de ce journal. Le président Guelleh raccompagne jusqu'au pied d'avion son homologue équato-guinéen en fin de visite officielle à Djibouti. Et au Gaza, 40 Palestiniens sont tués depuis le début de la marche du retour. C'était le sommaire, bienvenue à tous. Le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a raccompagné aujourd'hui jusqu'au pied d'avion son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, arrivé au terme de la visite officielle de 48 heures qu'il a effectuée depuis samedi dernier à Djibouti. Le départ du président Nguema de Djibouti est intervenu à l'issue d'un entretien qu'il a eu avec le chef de l'État au salon VIP de l'aéroport international d'Ambouli. Au cours de cet échange, les deux chefs d'État se sont donc mutuellement réaffirmé leur volonté de se porter garant chacun chez lui de l'application des accords bilatéraux intervenus hier à la présidence de la République de Djibouti entre leurs deux pays. Ils se sont également portés garants de la transformation des relations bilatérales entre leurs deux pays en un partenariat stratégique relayé par un important niveau de collaboration et de concertation. À son départ, le président Nguema a été salué par un parterre de personnalités civiles et militaires et autorités djiboutiennes. Parmi les membres du gouvernement, le secrétaire général de la présidence, le chef de sécurité nationale et l'ensemble des et dont le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Plus tôt dans la matinée, le président équato-guinéen avait bénéficié d'une visite guidée au centre opérationnel de Djibouti Telecom d'Aramouz, structure abritant la quasi-totalité des câbles sous-marins en provenance de tous les continents, notamment l'Europe et l'Asie. Lors de son déplacement à la station d'atterrissement des câbles sous-marins, Obiang a été accompagné par le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukiye. Il a été accueilli par le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougué, et le directeur général de Djibouti Telecom. Accueilli par les principaux responsables de ce centre, la délégation guinéenne a eu droit à une présentation sur les différents avantages offerts par ces autoroutes de l'information et de la communication. Ces câbles relient l'Europe à l'Asie en passant par Djibouti et connectent également plusieurs pays de la sous-région. La visite guidée sur les lieux au président Obiang et sa suite ont apprécié les efforts consentis par Djibouti en la matière et qui lui permettent d'être un pôle important d'interconnexion dans ce monde mu par les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Le président équato-guinéen et sa délégation ont pu voir de près les équipements ultra-modernes de cette station d'atterrissement des câbles sous-marins, dont les câbles Simiway 5, Easy, EEG, SEICOM ou le câble régional DER. À l'occasion du président guinéen équatorial Teodoro Obiang et sa délégation, ils ont fait une présentation organisée sur le sol djiboutien. Et nous passons pour ce message de condoléances suite au décès de Habib Ali Sultan au nom du président de la République. Le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed salue la mémoire de feu Habib Ali Mirah, décédé en Éthiopie. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed adresse donc dans un communiqué au nom du chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh et en son nom propre les condoléances les plus attristées
à la famille du défunt Habib Ali Mirah. Le défunt Habib Ali Mirah laisse donc une nombreuse famille derrière lui en Éthiopie, Djibouti et les pays du Golfe Persique. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce lundi 23 avril 2018, sous les hauts patronages du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, s'est tenue la séance solennelle d'ouverture des activités du Parlement pour sa première session ordinaire de l'année 2018. La cérémonie officielle a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des élus nationaux, des membres du gouvernement, des représentants diplomatiques et des agences onusiennes, des préfets, des autorités locales et coutumières. Véritable temps fort de la journée, c'était donc les allocutions du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre qui ont lancé le cours de cette plénière qui a vu dans son prologue une réception officielle offerte par la représentation nationale. Et bien donc, lors de son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a fait une présentation de la situation économique du pays, du respect et de la préservation de la démocratie et des droits humains. Je vous propose de suivre. C'est toujours avec une immense joie que je vous retrouve ici dans cet hémicycle, vous, les représentants du peuple, les membres du gouvernement, conduit par le Premier ministre, ainsi que nos hôtes de marque. Je voudrais, dès le début de mon propos, saluer la présence parmi nous de toutes ces imminentes personnalités qui nous font l'honneur et l'amitié d'être des nôtres à l'occasion de cette séance. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire combien votre présence est pour nous une source d'encouragement. Elle témoigne de l'estime que vous avez pour l'institution législative de la République de Djibouti. Cette troisième séance de la première session ordinaire de la 8e législature constitue l'occasion pour le Premier ministre, Son Excellence M. Abdelkader Kamil Mohamed, coordinateur de l'action gouvernementale, d'exposer en détail la politique générale du gouvernement. Cet événement est particulièrement important car elle permet à notre Premier ministre de présenter au public et à nos concitoyens les lignes fondamentales de la politique définie par le chef de l'État, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Vous conviendrez avec moi aujourd'hui, nul besoin de démontrer les grandes mutations positives amorcées par la République de Djibouti et les réponses qu'elle a su apporter aux défis de son temps, aux défis d'un globe de plus en plus mondialisé. Voilà maintenant presque 2 décennies que notre pays a emprunté la voie du progrès social, du développement économique, de la consolidation de la démocratie et de la paix si chère à chaque Djiboutienne et Djiboutien. Ayez toujours en tête que vous et moi sommes des détenteurs d'un pouvoir public qui nous a été donné par la nation tout entière. Il s'agit d'un mandat de confiance et de transparence que nous a donné le peuple. Notre assiduité, notre engagement et notre détermination seront indispensables pour accompagner le gouvernement dans ses prérogatives.
Dans son discours, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a livré donc le traditionnel discours de politique générale. En guise d'introduction, le Premier ministre a retracé le parcours exceptionnel du défunt Premier ministre Barkhad Gourad Hamadou. Son décès est un événement, a-t-il indiqué, douloureux pour nous tous, a-t-il donc martelé devant les parlementaires qui ont observé une minute de silence à sa mémoire. Le Premier ministre a par la suite tenu à féliciter les nouveaux députés dont le président de l'Assemblée nationale pour leur élection ainsi que l'ensemble de la population pour la maturité exemplaire dont elle a fait preuve au cours des élections de février dernier. Que M. Barkhad Gourad Hamadou repose en paix au paradis. Je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence à sa mémoire. Amin. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Je vous présente maintenant à vous tous, mesdames et messieurs les députés, tous mes compliments pour votre élection et pour votre engagement pendant la campagne électorale. Au nom du gouvernement, je souhaite également féliciter l'ensemble de la population pour la maturité exemplaire dont elle a fait preuve au cours de cette élection. Je tiens à souligner cette grande avancée démocratique que représente la participation fortement accrue des femmes au sein de cette Assemblée. Je voudrais attirer l'attention de tous sur ce qui me paraît être la plus grande réalisation du président Ismaël Omar Guelleh. Il ne s'agit pas d'un grand monument, ni d'un grand ouvrage facilement visible, mais c'est plus important que tous et plus important que même notre unité réalisée à notre indépendance. Il s'agit de l'ancrage dans la population d'un profond sentiment national. Tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes veulent défendre la nation contre toutes les attaques, qu'elles soient internes fomentées par des extrémistes ou qu'elles viennent de l'extérieur. Ils veulent préserver ce qui a été fait pour eux et leurs enfants. Ils veulent protéger leur pays. Ceci est définitivement enraciné en nous grâce au président de la République. Et tous les actes et les décisions présidentielles sous-tendent cette volonté d'avoir une nation forte, capable de résister à toutes les épreuves. La politique gouvernementale vise trois objectifs principaux. Un développement économique de Djibouti et de l'ensemble du pays rapide et profond qui nous différencie des régions limitrophes. Un développement social sans cesse relancé pour associer aux bénéfices des fruits de la croissance l'ensemble de la population, y compris les plus défavorisés, ce qui en fait une spécificité purement djiboutienne. Une qualité de vie souvent enviée et qui fait que chaque habitant dans le pays se sent plus heureux à Djibouti. Par ailleurs, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a indiqué la poursuite des efforts économiques à travers la vision du chef de l'État afin de protéger l'environnement des affaires, rassurer et protéger les investisseurs. À cet effet, il a fustigé le contrat déséquilibré pour l'État dont a profité DP World au début des années 2000. Il n'y avait pas au début des années 2000 des références semblables à celles de ces énormes investissements réalisés à l'époque. DP World en a profité en proposant un contrat déséquilibré pour l'État. C'est la raison principale pour laquelle le gouvernement a donc dû prendre des mesures pour sauvegarder les intérêts de la nation. Il a été contraint d'annuler ce contrat frauduleux, ce qui vient d'être fait au port de Djibouti. Nous ne sommes pas le premier pays à avoir résilié un contrat aussi biaisé. Il y en a eu dans le passé avec notamment le Gabon et la Tanzanie qui ont aussi résilié des contrats semblables. Mais l'engagement du gouvernement reste aujourd'hui très fort pour protéger les investissements étrangers, car ils sont réalisés en pleine harmonie avec l'État, avec des accords tenant compte des intérêts de deux parties, contrairement à ce qui avait été fait dans le cas où je vous ai cité précédemment. Ceci a été confirmé par le rapport de Doing Business en 2018 sur l'environnement des affaires qui relate les progrès accomplis par Djibouti. On peut en avoir actuellement les résultats de cet engagement pour la protection des investissements. Aujourd'hui, le port de Doralé, en eau profonde, peut remplir toutes les fonctions d'un grand port international, à la fois port de marchandises en conteneurs ou en vrac.
à la fois port spécialisé dans les hydrocarbures. Il dispose à proximité de lui d'une grande zone franche. La grande capacité de celle-ci permettra de libérer à long terme les emprises du vieux port de Djibouti et celles des anciennes zones franches. Cette nouvelle zone franche pourra accueillir de nombreux nouveaux opérateurs en complément de tous ceux qui existaient actuellement, et ceci pendant de nombreuses années. De ce fait, les meilleures perspectives vont pouvoir s'ouvrir pour les investisseurs immobiliers et le tourisme dans le futur. En effet, des terrains au cœur de la ville deviendraient donc disponibles, que ce soit le long de la route de Venise ou aux alentours du vieux port. Or, nous savons que la disponibilité des terrains est un facteur qui limite le développement urbain actuellement. En effet, aujourd'hui, les nouveaux terrains constructibles doivent être gagnés sur la mer, à grands frais ou viabilisés dans des zones de plus en plus excentrées. Ceci coûte donc de plus en plus cher à notre économie. Le nouveau port de Tadjoura, celui du lac Assal ou celui de Damerjog témoignent bien que toutes les régions suivront le même développement économique que celui engagé dans la capitale. La route de Tadjoura vers Mérélé passe par la zone minière qu'on appelle Dalol, ville éthiopienne, engendrera, en plus de l'activité portuaire, des effets induits dans toutes les zones qu'elle traversera. Ceci facilitera également le développement touristique de l'arrière-pays de Tadjoura qui dispose d'un grand potentiel touristique. Et plus tard, comme à Djibouti, le chemin de fer du corridor nord sera construit pour les mêmes raisons économiques que le corridor sud a été construit. Aussi, le système de transport et de télécommunications avec ses ports, ses chemins de fer, ses routes, son aéroport, contribue à faire de Djibouti un grand pôle régional de développement économique. L'éducation pour tous, garçons et filles, la création d'un système universitaire national et moderne, l'école d'excellence, la formation de la jeunesse, conçue par le gouvernement, contribue parfaitement à cette valorisation de la principale ressource du pays. Mais cette formation participe également au renforcement du sentiment d'une pleine appartenance à la jeunesse, à la nation djiboutienne. Nouvelle école de médecine, nouvelle université pluridisciplinaire, nouveau centre de technologie et demain, nouvelle école d'ingénieurs y contribuent comme des éléments indéniables. Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau donc pour nous en dire plus sur cette séance solennelle d'ouverture des activités du Parlement. C'est la première session ordinaire Fardous de l'année 2018. Et bien aussitôt, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a dirigé les travaux de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Effectivement, Ali, la conférence qui s'est tenue hier dans les locaux du Parlement. Lors de cette conférence, le gouvernement a été représenté par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Défense et chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, ont également pris part à cette réunion. Les deux vice-présidents de la représentation nationale, les membres du bureau de leur cabinet, le représentant de la commission permanente et des groupements parlementaires, ainsi que le rapporteur général du budget. La conférence des présidents s'est également penchée sur la transmission à la commission permanente des budgets de la loi en instance qui sont au nombre de 3. La conférence a enfin donc discuté de la date de séance publique dédiée au débat qui se tiennent chaque 2 semaines. Merci Fardous Hussein. Également dans l'actualité de ce 22h, sous le haut patronage du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, une réunion de concertation entre les techniciens du secrétariat exécutif des gestions des risques et catastrophes et le Mutual Capacity Risk, qui est une agence onusienne de l'Union africaine, a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. La réunion a vu la participation de plusieurs hauts responsables de l'administration publique, à savoir le secrétaire général du ministère du Budget, le directeur de l'ONARS, le directeur de l'Agriculture, les représentants des différentes régions de l'intérieur,
L'objectif était donc de trouver un point commun avec le Mutual Capacity Risk qui est chargé de gestion de risque au niveau de l'Union africaine. Dans son intervention, le responsable de la Mutual Risk Capacity a éclairci le besoin nécessaire de travailler en concertation avec le secrétariat exécutif de gestion des risques et catastrophes de chaque pays afin de trouver et d'évaluer le réel besoin de chaque localité et les difficultés des conditions de vie des populations rurales. Qui en résulte sont moins flatteurs pour notre continent. Mais avec la technologie moderne, la plupart des événements climatiques, bien qu'incertaines en fonction de leur date exacte et l'ampleur, sont prévisibles aujourd'hui. La production agricole et la disponibilité des pâturages dans de nombreuses régions de l'Afrique sont touchées par la variabilité du climat et dans le futur sont susceptibles d'être gravement compromises par le changement climatique. Et pour répondre à cela, les pays africains sont obligés de solliciter des fonds auprès de la communauté internationale ou se démènent pour réorganiser les budgets nationaux, prenant parfois des fonds déjà alloués à d'autres programmes de développement tels que la santé, l'éducation ou le développement des infrastructures pour faire face à l'urgence. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a souhaité la bienvenue à cette délégation de Mutual Risk Capacity, qui est une agence onusienne de l'Union africaine qui va devoir évaluer et travailler avec le secrétariat exécutif des gestions des risques et de catastrophes en République de Djibouti. C'est un grand honneur pour moi de procéder au lancement de cet atelier sur le processus de participation de la République de Djibouti au programme de la mutuelle panafricaine de gestion des risques organisé par le secrétariat exécutif de gestion des risques et des catastrophes en collaboration étroite avec African Risk Capacity, institution spécialisée de l'Union africaine. D'emblée, je voudrais souhaiter aux experts de la mutuelle panafricaine de gestion des risques un agréable séjour en République de Djibouti. La tenue à Djibouti de cet atelier prouve l'attachement de notre gouvernement à l'institution et à sa prise de conscience de l'importance d'unifier et conjuguer les efforts africains pour faire face aux effets néfastes des sécheresses qui représentent une menace sérieuse pour le développement et surtout pour notre pays où le climat désertique couvre une grande partie de notre territoire. Mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est exemplaire à plus d'un titre. Il est exemplaire parce qu'il se passe dans un cadre de collaboration entre les pays africains. Il est exemplaire également parce qu'il consacre la prévention et la réponse rapide aux catastrophes au rang des priorités régionales. Il s'agit pour le pays de l'Union africaine d'une avancée remarquable et d'un progrès également. Autre atelier, mais cette fois un atelier de validation du répertoire opérationnel des métiers et des emplois qui a eu lieu ce matin à l'hôtel Sheraton. Cet atelier a été présidé par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samlié. L'objectif de cet atelier de validation du document ROM qui consiste donc à l'identification des métiers et des compétences donc pour mesurer les besoins professionnels et leurs évolutions pour mettre en œuvre des réponses des formations adaptées. Le processus de ROM donc est construit à partir de cette analyse, de la revue des commentaires sur l'emploi, des entretiens et de l'observation des situations de travail. L'atelier a vu la participation du représentant de l'ambassade japonaise, le représentant résident du PNUD et les représentants des parties concernées. En effet, cette étude commanditée par le PNUD dans le cadre du projet d'appui à l'emploi financé par le gouvernement japonais est réalisée par un expert national. Le représentant de l'ambassade japonaise a
rappeler que cet atelier fait parmi donc des projets appui à l'emploi des jeunes exécutés avec beaucoup d'acteurs. Que le Japon a financé pour 2 années successives. Par ailleurs, le projet appui à l'emploi des jeunes, phase 2, va prendre sa fin très prochainement. Mais nous sommes très conscients. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samlier, s'est exprimé également en ces termes. Les fiches métier-emploi soumis à votre réflexion pour validation à cet atelier concernent les secteurs d'activité qui portent la croissance économique, à savoir la BTP, les banques, les assurances, le tourisme, l'hôtellerie, le transport et logistique. Ces fiches métiers, élaborées avec les opérateurs de la place, décrivent de manière exhaustive ce que l'on attend d'un agent qui postule à un poste de travail ou à un métier. Les aptitudes requises, les profils, les exigences, les habilités, ainsi que les types de formation permettant l'accès aux emplois répertoriés. Des constats d'insuffisance sur le savoir-faire reviennent de manière récurrente dans les études d'enquête menées pour évaluer les besoins des secteurs porteurs. Le ROM sera également un instrument précieux pour l'ANEFIP car il complétera l'Observatoire national de l'emploi et des qualifications. Il permettra également d'identifier les besoins, mais également les compétences et les qualifications dans les branches d'activité afin de proposer des formations professionnelles en phase avec les besoins du marché du travail grâce à une meilleure coordination avec des systèmes éducatifs. Le ROM n'est pas un document figé, c'est une cartographie à un moment donné de l'emploi. Il est évolutif bien sûr et nécessitera une mise à jour périodique. C'est pourquoi nous comptons sur votre collaboration pour apporter et adapter ces drafts, mais également pour poursuivre le travail de mise à jour. Je tiens en premier lieu à remercier l'ambassade du Japon pour son soutien précieux. Mes remerciements vont également à l'endroit du représentant résident de l'ONU pour son partenariat indéfectible. Je félicite également les consultants pour la qualité du travail fourni. L'actualité, une importante délégation des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays membres de la CGSOI est conduite par le secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports djiboutien, Hassan Mohamed Kamil, s'est rendu à Tajoura, la ville blanche. À son arrivée, la délégation est accueillie par des autorités locales, en l'occurrence le vice-président du conseil régional Abou Omar et le préfet de la région de Tajoura, Abdul Malik Mohamed Bonoïta, qui leur ont fait donc un exposé sur l'historique socio-culturel et économique de la ville blanche. Après cette brève halte à la préfecture, pour se désaltérer, la délégation est conduite au Sable Blanc pour s'y délecter d'un copieux repas offert par le secrétaire d'État Hassan Mohamed Kamil. Les membres de la délégation ministérielle haute se sont déclarés satisfaits de cet accueil chaleureux, se complaisant de cette opportunité de contempler ce paysage féerique. Ces derniers se sont félicités de ces moments agréables passés avec toutes les prévenances de la part du secrétaire d'État Hassan Mohamed Kamil. Ismaël Oumar Galé, pour vraiment l'accueil sincèrement fraternel et chaleureux à l'égard de toutes les délégations, mais je pense que les Comores ont reçu un accueil exceptionnel. À côté de mon frère, monsieur Hassan, je passe vraiment des bons moments. L'équipe comorienne me dit qu'ils sont bien accueillis. En tout cas, bravo à notre État frère et ami de Djibouti. Longue vie au président et aussi à son gouvernement, et que Dieu vous protège ici, en espérant que l'amitié, la fraternité, les liens de sang historiques et culturels qui nous lient se pérennisent, Inch'Allah. Je souhaite que le bonheur à ce pays ami et frère. Nécrologie pour clore l'actualité nationale avec cette disparition, celle du deuxième maire adjoint à la mairie de Djibouti et président de l'annexe de la commune de Razdika, Khadir El Miaf Assedirié.
C'est avec une incommensurable tristesse que nous vous annonçons cette triste nouvelle du décès de feu Khader El Miafassi, survenu aujourd'hui en Turquie suite à une évacuation médicale pour ce pays frère et ami. Aucun mot ni aucune compassion ne peut être à la mesure de cette douleur et surtout celle de sa famille. Les messages de compassion à l'égard de ses proches et de ses amis alimentent la toile et les réseaux sociaux. Deuxième maire adjoint à la mairie de Djibouti et président de l'annexe RPP de Razdika, Khader El Miafassi Diriye s'est distingué par son grand sens du devoir citoyen en étant constamment à l'écoute de ses compatriotes. En cette douloureuse circonstance, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, également vice-président du Parti du Rassemblement Populaire pour les Progrès, a adressé condoléances les plus attristées à la famille du défunt Khader El Miafassi. Je m'associe également à la douleur de sa famille et l'ensemble de la radio-télévision de Djibouti. À sa tête, le directeur général adresse également les condoléances les plus attristées à sa famille, amis et proches du défunt. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Passons à présent aux nouvelles à travers le monde avec Asma Boubaker. Bonsoir Asma. Bonsoir. Nous commençons avec cette situation économique favorable en Afrique de l'Ouest anglophone. Les prévisions économiques de l'Afrique de l'Ouest anglophone semblent meilleures selon l'analyse de l'équipe de recherche d'Ecobank. Effectivement, le Nigeria, première économie d'Afrique, sort enfin de la récession. Eh bien, la croissance du Ghana se poursuit et les plus petits pays de la région connaissent une reprise après avoir subi les effets prolongés de l'épidémie d'Ebola de 2013 à 2016. Les données indiquent que le Nigeria représente environ 90% du PIB régional et des exportations, principalement du pétrole brut. Les perspectives pour le Nigeria et le Ghana, deuxième pays du bloc, sont bonnes pour 2018. La production pétrolière s'améliore au Nigeria. Le Ghana tire profit d'une augmentation du budget et de la hausse de la production d'électricité cette année. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone connaissent une reprise alors qu'ils se remettent des effets de l'épidémie d'Ebola. L'amélioration de la situation économique et politique en Gambie stimule les perspectives économiques selon ce communiqué. Et nous enchaînons avec cette information du Gaza. 40 Palestiniens sont malheureusement tués depuis le début de la marche du retour. Effectivement, alors Ali, 2 autres Palestiniens viennent de succomber à leurs blessures après avoir été atteints par des tirs de soldats israéliens dans le cadre du mouvement de protestation appelé la marche du retour le long de la frontière. Ces décès portent à 40 le nombre de Palestiniens tués par Sahal depuis le début du mouvement le 30 mars, selon les informations des autorités sanitaires de Gaza. La très grande majorité ont été tués par des tirs de soldats postés sur la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza. Quelques-uns ont trouvé la mort dans des frappes de l'artillerie de l'aviation israélienne. Merci Asma Ouakar pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Facebook.